Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitali ce soir dans laquelle on va parler de naturopathie, nutrithérapie et ostéopathie avec Valérie Conway, vivre la santé intégrative. Et vous allez voir la raison pour laquelle j'ai choisi le titre de Vivre la santé intégrative, parce que Valérie a un parcours vraiment particulier dans son intention d'aider de la façon la plus complète possible, en fait, les gens. Donc, ce soir, on continue les conférences durant lesquelles je vous présente des collaborateurs du blog de Vitali. C'est que je vous invite aussi à prendre connaissance des biographies aussi sur le blog de Vitali et les textes aussi que les gens ont écrits. On va bientôt dépasser les 30 experts qui collaborent au blog de Vitali. On en annonce des nouveaux pratiquement tous les mois, en fait, actuellement. Donc, bienvenue, en fait, Valérie. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Contente d'être avec vous ce soir. Donc, donc, Valérie, en passant, pour vous tous, Valérie est enceinte. Elle va nous avoir un beau petit bébé neuf, en fait, pour le mois d'avril. Fait que, donc, ça s'en vient très, très bientôt. On va avoir l'occasion de parler de sa pratique, mais bien sûr, elle va faire une pause maman qui est obligatoire au cours des prochains mois. Mais avant tout, pour commencer, Valérie, explique-nous un peu de où tu viens, où tu as grandi, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en premier lieu aux sciences des aliments? Et là là, ça c'est tout un détour. Moi, je viens c'est ça comme les gens qui étaient branchés avant le temps. J'expliquais, je viens de Sainte-Julie, donc Sainte-Julie en Montérégie, près de Montréal. Donc, j'ai grandi là-bas. J'étais en fait étrangement pas une. J'ai une petite tannante là, quand j'étais adolescente et tout ça. Donc, je ne pensais jamais aller aussi longtemps à l'école dans ma vie. Mais finalement, rendu au secondaire, en secondaire 4-5, là, j'ai décidé que là, j'allais devenir sérieuse puis que les sciences, ça m'intéressait. Et donc, là, après ça, c'est parti sur une bonne lancée. Donc, je me suis mis à être très studieuse et sage comme une image. Et donc, c'est ça. Moi, à la base, je voulais être vétérinaire. C'est ça que je voulais faire dans la vie, être vétérinaire. Et c'est ça. C'était vraiment mon projet, même quand j'étais très jeune, là, c'était ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rentrer en médecine vétérinaire, ce qui m'a amené à, bon, je vais aller faire de la biologie à l'Université Laval, en attendant peut-être de avoir la chance de réappliquer pour étudier en médecine vétérinaire. Et donc, j'ai fait un peu comme Eric, de la biologie. Donc, des sciences, c'est vraiment des sciences pures. Et là, rendu là-bas, je me suis rendu compte que, bon, finalement, c'était pas ça qui m'intéressait. Puis que finalement, la médecine vétérinaire, c'était pas ça non plus. Et j'ai découvert en étant là-bas les sciences alimentaires et ça m'a comme vraiment intéressé énormément. Donc, j'avais un intérêt déjà personnel pour la saine alimentation et tout ça. Et donc, quand j'ai découvert ce programme-là qui était offert à l'Université Laval, j'ai fait le switch. Donc, je me suis inscrite en sciences alimentaires. Donc, la science alimentaire, ce n'est pas quelque chose de super connu. Là. En fait, je pense qu'il y a juste à l'Université Laval qui donne ce programme-là de baccalauréat. Et donc, en fait, ça parle de transformation alimentaire, mais ça parle aussi comme de chimie des aliments. C'était comme ça qui m'intéressait vraiment. Comprendre les molécules dans les aliments, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, puis comment ça peut améliorer notre santé. Fait que, moi, ça m'a vraiment allumé. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon parcours. Et donc, j'ai fait mon baccalauréat, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat en sciences alimentaires. En Durant fait, mon parcours, généralement, les gens qui étudient en sciences alimentaires, ils s'en vont en transformation alimentaire. Moi, ça ne m'intéressait pas en tout. Ça allait comme à l'encontre de ce qui m'intéressait. Moi, je voulais vraiment pas transformer les aliments pour les rendre plus intéressants d'un point de vue commercial. Moi, j'avais plus le goût de m'intéresser à rendre les aliments plus intéressants d'un point de vue santé. Et donc, j'étais un petit peu une bibite dans mon programme, dans le sens que moi, la transformation, ça ne m'intéressait pas pantoute. Et donc, là, je me suis en allée dans cette branche-là, un petit peu plus nutraceutique, aliments fonctionnels. À l'Université Laval, il y a l'Institut sur les aliments fonctionnels et nutraceutiques. Donc, c'est vraiment là-dedans que j'ai baigné puis que je voulais finalement poursuivre mes études et finalement œuvrer dans ce domaine-là. oui, oui, puis ça t'a amené à faire même un postdoc, en fait, par la suite, à Oui, l'Université de Sherbrooke sur les oméga 3.
Yes, On a eu c'est ça. l'occasion Moi, d'en... en fait, là, tu sais, tout ce parcours-là, le but de faire toutes ces études-là, oui, c'était une passion, mais moi, je voulais enseigner à la base, tu sais, être chercheur, enseigner à l'université. C'était ça mon plan de match. Et donc, évidemment, tu sais, pour enseigner, finalement, avoir un poste de chercheur, il faut faire des postdocs. Et donc, je me suis expatriée à Sherbrooke, au centre de recherche sur le vieillissement, pour travailler sur la cognition puis les oméga 3 avec Mélanie Plourde. Donc, super stage ultra intéressant. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose, le vieillissement cognitif, les oméga 3 qui m'avaient toujours intéressé. Donc, j'ai fait un stage, peut-être 1 an et demi là-bas, sur, c'est ça, oméga 3, puis chez les gens qui avaient des déclins cognitifs. Donc, super intéressant comme expérience. Et c'est ça, même j'ai fait par la suite j'ai eu la chance là, de donner des conférences et tout ça, voyager, mais j'ai participé aussi à une école d'été à l'Université de Bordeaux sur les sciences puis l'alimentation. Donc, c'était une école d'été, en fait, que pour des gens qui avaient soit des postdoctorants, donc d'un peu partout à travers le monde. Et là, pendant 2 semaines, on était avec différents spécialistes, puis on avait la chance d'intégrer une équipe de recherche temporairement, tu sais, pour 2 semaines, puis comme embarquer dans un projet, puis faire des expériences et tout ça. Là. Fait que c'était assez génial. Là, je me suis rendu compte que de travailler sur des rats, c'était pas du tout mon bail. Pour moi qui aimais tant les animaux et qui voulait être vétérinaire, de travailler sur les animaux de laboratoire, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais c'était quand même une belle expérience. J'étais contente de pouvoir participer à ça, avoir eu la chance là, finalement de tu sais, en fait, c'est une école, mais c'est plus une collaboration entre spécialistes d'un peu partout. Là. Donc, Ah non, c'était ça devait génial. être, ouais, ça devait être vraiment passionnant. C'est vrai que c'est le fun. Le monde universitaire, le monde de la recherche universitaire, c'est vraiment le fun. C'est un domaine de connaissances approfondies, des gens qui suivent les recherches à la fine pointe. Mais en fait, le cas des oméga 3 m'intéresse beaucoup parce que tu sais, on est Ben en oui. train de, dans le fond, on est en train de lancer une nouvelle gamme d'oméga 3 hein, on a même annoncé aujourd'hui là, que ça s'en vient, parce que normalement, on aurait dû même les avoir déjà depuis janvier. Dû à la pandémie, on a été retardé. Mais les produits bases, en fait, ça s'en vient. C'est des oméga 3 très concentrés qu'on va mettre en marché à partir de jeudi. En fait, on va les retrouver dans certaines pharmacies au Québec. Donc, c'est vraiment tout chaud. Mais dans ton cas, pendant ton postdoc, ça m'intéresse de parler de capacité cognitive. Qu'est-ce que vous aviez noté, en fait, ou qu'est-ce que tu étudiais particulièrement au niveau des oméga 3? Mais dans le fond, moi, j'ai rentré comme dans un projet qui était déjà entamé. Là. Fait que, tu sais, il y avait différentes phases ou différents projets qui étaient comme en branle. Il y avait une étude clinique, en fait, qui était en branle où on donnait des oméga 3 puis on suivait, en fait, avec des neuropsychologues et tout ça, tu sais, l'évolution de la cognition. Tu sais, moi, j'ai pas. C'est un projet qui était sur plusieurs années. Fait que, tu sais, j'ai pas comme participé jusqu'à la fin. Euh, Ce que moi, j'ai travaillé beaucoup, c'était un peu de regarder qu'est-ce qui se produit chez certains types de gens qui ont une, une variation génétique qui fait en fait que les oméga 3 sont moins bien métabolisés ou ne vont pas se rendre au cerveau pour venir, si on veut, s'incorporer au niveau des membranes dans notre cerveau puis avoir un effet positif. Fait que c'était ça qu'on regardait. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les récepteurs ou c'est quoi le mécanisme qui fait que ces gens-là ne vont pas bien répondre aux oméga, pas bien, mais moins bien répondre aux oméga 3 que la majorité de la population. Et donc, c'est un peu ça qu'on regardait là, si j'essaie de faire ça simple. Fait Entre autres, que, quand tu parles de modification génétique, tu parles de l'APOE4 aussi, c'est ça? ouais, la peau est 4, c'est ça. Je ne voulais pas rentrer dans. J'ai dit c'est un petit peu peut-être compliqué. Les termes, ben, en fait, j'en ai parlé de l'APOE4 pour les gens qui me suivent beaucoup dans les cas de prévention de la démence et de l'Alzheimer, parce que, bon, encore tout récemment, j'en parlais avec Frédéric Calon, que tu dois connaître en passant. Eh oui. Parce que tout récemment, il y a encore des études qui ont été publiées qui pointent encore du doigt le cas des oméga 3 pour l'augmentation des risques d'Alzheimer et de démence chez les gens qui sont à APOE4, qui est dans le fond, c'est une mutation génétique qui amène une variation au niveau des transporteurs lipidiques sanguins, si vous voulez, faire simple. Ça augmente de beaucoup les risques de démence et d'Alzheimer. Ça serait lié, entre autres, à la capacité de transport des oméga 3 envers le cerveau. Il faut savoir que le cerveau, hein, c'est 30 de lipides à peu près. Là. Puis même, je pense que sur la masse sèche, c'est plus de 50 de lipides. En fait, si tu enlèves l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le cerveau. Donc, le cerveau Les est fait en, paquets.
la grande majorité, en fait, de lipides, dont le DHA, justement, qui est un oméga 3, hein, c'est plus de la moitié, en fait, des lipides du cerveau. C'est qu'imaginez s'il y a un problème à transporter les oméga 3 puis que le cerveau est fait d'oméga 3, ça ne sera Ça va pas, pas bien. c'est pas très bon d'un point de vue biologique. Non, c'est super intéressant, en fait. C'est super intéressant, euh, mais c'est là aussi que tu t'es rendu compte que ce qui t'intéressait le plus, dans le fond, c'est ce que tu pourrais apporter en santé en tant que tel aux gens. C'est les conseils Oui, que c'est tu ça. pourrais donner, c'est de les accompagner. C'est ça. Finalement, tu sais, mon projet de devenir chercheur et tout ça, tu sais, c'est encore quelque chose qui me passionne. Je trouve que c'est un métier, un noble métier. Je trouve ça super intéressant. Sauf que moi, je sentais un vide j'avais besoin, en fait, d'aider les gens, de sentir que j'aidais les gens directement. C'est pas que ça aide pas les gens à faire de la recherche. Là, évidemment, ça les aide, mais tu sais, c'est comme très indirect. Tu sais, ça prend des années avant que finalement, ça débouche à quelque chose. Tu sais. Donc, c'est ça, j'ai décidé sur un gros. Ça a été un gros deuil quand même de lâcher la recherche. Tu sais, je veux dire, j'avais un super dossier académique. Tu sais, j'avais quand même des publicités. Ça allait bien là, de ce côté-là, mais j'ai quand même fait le saut. Puis je me suis dit, bon, je prends un risque, puis je veux me lancer en entreprise, puis finalement développer une, une clinique où je vais comme soit, au départ, je voulais comme donner beaucoup de conférences dans les industries pour aider un peu à faire de la santé auprès des employés, comment intégrer des bonnes habitudes au niveau des entreprises, puis comment tout ça, ça vient améliorer la performance des employés, ça vient augmenter le bien-être et tout ça. Ça, c'était comme mon idée un peu d'entreprise à la base. Finalement, j'ai encore bifurqué dans mon planning et là, je fais vraiment de la consultation un à un pour venir travailler l'alimentation, entre autres. Entre-temps, c'est ça, vu que qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, c'était les molécules alimentaires, je me suis mis à écrire des chroniques là-dessus, à vraiment pousser mes connaissances sur les molécules dans l'alimentation qui avaient un effet sur la santé. Et ça m'a amené à aller chercher des cours, tout ça, pour aller devenir naturopathe, parce que finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas la nutrition tant que ça, ni la chimie alimentaire, c'était vraiment plus un genre de mélange avec la naturopathie. Et donc, ce qui m'a amené à faire de la naturo. J'étais un peu une bébite dans le milieu de la naturopathie, dans le sens que généralement, les gens, c'est pas des scientifiques à la base avant. Là. Fait que, des fois, j'ai peut-être un esprit scientifique qui va des fois en naturopathie, il n'y a pas tant de données scientifiques, fait que des fois, ça clash un peu avec ce domaine-là. Mais c'est ça. Fait que finalement, j'ai vraiment poussé mes connaissances là-dessus pour devenir naturopathe, puis vraiment prendre en charge l'individu dans sa globalité, venir travailler avec l'alimentation, les habitudes de vie, la gestion du stress, pour finalement apporter la santé là, aux gens ou les aider, les accompagner, si on veut, pour une meilleure santé. Mais en fait, c'est intéressant, par exemple, Valérie, tu peux peut-être mentionner, parce qu'en naturopathie, il y en a des mordus de science aussi. Il y en a quand même, de plus en plus même, je dirais. Oui. Parce qu'on va donner, entre autres, en avril, 2 conférences sur la diète cétogène. C'est deux mordus de science. Là. Il y en a un qui c'est Dino Alicas, que tu connais très bien. Ben oui, L'autre, c'est Véronique Bourbeau, que tu dois connaître aussi, en fait. que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé. Oui, effectivement. Mais raconte un peu en naturopathie, en fait, non? Parce que la naturopathie, il y a des gens qui vont penser que c'est juste des extraits de plantes ou c'est juste les suppléments. C'est beaucoup plus large que ça, la naturopathie. Ben oui, en fait, la naturopathie, puis tu sais, c'est pas une profession, tu sais, c'est assez large, en fait. Ce qu'on veut travailler, c'est des habitudes de vie. Fait que, tu sais, ça peut être assez large, merci. Moi, tu sais, par mon intérêt et tout ça, c'est sûr que moi, dans mon approche naturopathique, j'utilise beaucoup l'alimentation, les changements d'alimentation, euh, la supplémentation aussi. Par contre, tu sais, il y a des gens qui vont faire plus par exemple, de l'homéopathie, vont faire de la phytothérapie. Moi, c'est ça, mon dada, c'est vraiment de travailler le plus possible avec des aliments ou des extraits d'aliments. Mais tu sais, c'est ça, en fait, c'est pas juste ça, la naturopathie. C'est pas juste l'alimentation, c'est vraiment l'amélioration des habitudes de vie. Puis ça inclut, c'est ça, la gestion du stress, d'être physiquement actif. Il y a comme tout ça là, dans les sphères de l'individu qui fait qu'on est en santé. Il y a comme tout ça à considérer aussi. À la limite, on peut rentrer là-dedans, la méditation. Il y a comme tout
ce qui englobe la santé, les saines habitudes, qui fait partie de ce grand domaine qu'est la naturopathie. Et effectivement, quand tu dis les gens ne savent pas trop c'est quoi, ça me fait rire parce que mon chum, quand j'ai rencontré mon chum au début, puis que je lui disais que j'étais naturopathe et tout ça, lui, dans sa tête, naturopathe, c'était comme une sorcière dans son sous-sol qui faisait des potions bizarres. Fait que là, j'étais « Ah! » Et finalement, là, je me rends compte que souvent, c'est ça, les gens ont comme une mauvaise impression de ce métier-là ou je ne sais pas, là, on n'est pas des sorcières qui font, qui font des potions Non, magiques dans notre non, sous-sol. ouais, ben, c'est un manque de compréhension, probablement, dû au fait que c'est pas au Québec, c'est pas très répandu, en fait, si on veut, les connaissances dans le domaine. On est la pire des provinces au Canada, hein, du côté de la naturopathie, malheureusement. Il faut savoir, là, pour les gens qui sont en ligne, que au Canada, on a entre 70 et 80 des gens qui vont faire appel à des approches complémentaires. Donc, ça varie d'une province à l'autre. C'est au Québec, en fait, qu'on est la province qui va utiliser le plus de médicaments pour tout type de problèmes de maladie, y compris pour les problèmes de dépression, les antipsychotiques, les médicaments pour le TDAH chez les enfants. C'est qu'on est des gros utilisateurs de médicaments, puis on utilise moins des approches complémentaires au Québec, en fait, par rapport aux autres provinces du Canada, malheureusement. Ça fait partie de la culture en tant que telle. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la naturopathie est moins connue ici. Mais je ne sais pas si pour ceux et celles qui ne vous êtes jamais posé la question là, sur comment ça se fait qu'on n'a pas de spécialistes en tant que tel de la santé. Parce que tous les spécialistes qu'on a du côté de la médecine, c'est tous des spécialistes de maladie. C'est tous des spécialistes d'une maladie quelconque ou d'un problème de santé quelconque ou d'une fonction physiologique quelconque. Ce n'est pas des spécialistes de la santé. Techniquement, si on définissait un spécialiste de la santé, là, ça serait la définition du naturopathe, justement. C'est une personne qui va optimiser tout ce qu'il appelle habituellement le terrain, en fait, qui est nos habitudes de vie, mais aussi toutes les facettes de santé qui nous sont propres, y compris la question du microbiote intestinal, y compris la question même de notre équilibre psychologique. Donc, c'est vraiment très large, le cas de la naturopathie. Mais le plus drôle, c'est que tu ne t'es même pas arrêté là. C'est qu'en plus, en fait, parce que les cours d'ostéopathie, tu les as faits après. Oui, je les ai fait après. Oui. Moi, bien, premièrement, je pense que j'arrêterai jamais d'aller à l'école. Là. C'est comme une maladie que j'ai de vouloir Ah, c'est correct. de tout le temps vouloir comprendre. Et là, c'est ça. Finalement, tu sais, j'ai comme réalisé que oui, il y a beaucoup de choses. Tu sais, l'alimentation, c'est exceptionnel. Puis c'est fou tous les liens qu'on peut faire entre l'alimentation puis la prévention de différentes problématiques de santé. En fait, il y a peut-être 70 des problématiques de santé chronique qu'on pourrait prévenir avec une alimentation qui est équilibrée. Donc, c'est ultra puissant, l'alimentation. Mais n'empêche que je me rendais compte des fois qu'il y a comme quelque chose que je ne réussis pas à cibler. Il me manquait quelque chose, il me manquait une corde à mon arc. Et là, dans le fond, je voulais m'adresser un peu plus à la biomécanique, à ce qui était, c'est ça, physiologie, mais plus musculaire, osseuse et tout ça. Et donc, ça m'a amené à faire de l'ostéopathie. Deuxième coup de cœur de ma vie, en fait, l'ostéopathie, c'est pas une médecine, mais une approche là, qui est tellement géniale. Ou, encore une fois, c'est une approche holistique où on va considérer l'individu dans sa globalité. Donc, tu sais, c'est tout à fait en accord avec l'ostéopathie, pas l'ostéopathie, mais la naturopathie. Et donc, là, on veut venir optimiser la santé tissulaire, tout ce qui est la mécanique du corps. Et là, finalement, quand on combine la naturopathie et l'ostéopathie, on peut faire des miracles pour En redonner fait, un peu la santé, en fait, ou si tu prévenir. veux, donnons quelques exemples en passant, c'est intéressant. Puis en passant, tu le sais, j'ai donné une conférence pour Ostéopathie Québec il n'y a pas longtemps Oui, j'ai vu sur ça le passer. vieillissement. Ouais. Et j'ai fait moi-même à plusieurs reprises appel à des ostéopathes. J'en connais un très, très bien qui est un type extraordinaire. Mais juste pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, en fait, de ce que ça peut permettre, là. Euh, j'ai j'ai déjà eu mal au genou droit à un point où je commençais à boiter. En fait, ça commençait, ça devait faire, je ne sais pas, peut-être 2 mois en fait que ça durait. Puis j'ai croisé mon ami ostéopathe par hasard, puis j'ai dit, Claude, t'aurais-tu une idée? Puis il m'a regardé, là, puis je vous dirais, ça a pris peut-être bien 3 minutes, mais il m'a dit que j'avais une hanche de déplacer. Puis il m'a dit probablement que c'est parce que tu t'assois croche sur le divan. Sur le sofa, tu t'assois de travers. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, je m'assois à côté de ma conjointe. On a un divan que le marche, les pieds déplient, là.
mais c'est elle qui s'assoyait du côté où ça déplie, en fait. Puis moi, je m'assoyais comme en diagonale. Ben, il dit, c'est ça, en fait, c'est que tu t'es déplacé le bassin. Puis écoute, ça a pris 2 fois, en fait, dans 2 manipulations, puis mon genou est revenu. Il avait raison, c'était le bassin qui était croche. Fait que, c'est pour donner un exemple, c'est quand même épatant. C'était pas quelque chose de compliqué à régler. Là. Puis pourtant, habituellement, dans le monde médical actuel, on m'aurait passé toute une série d'examens, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi mon genou faisait mal. Là. Tu sais, Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, le, l'ostéopathe ou un peu, tu sais, toutes les thérapies manuelles, c'est comme dans le fond, les praticiens, c'est comme un horloger du corps. Donc, on veut comme remettre ça à l'ordre. Et le principe, c'est que c'est ça, en rebalançant les choses, tu sais, le corps va retrouver son équilibre, va retrouver la posture qui est correcte pour lui. Donc, ça a l'air des fois bien miraculeux, tu sais, justement, tu sais, le cas comme ça, tu sais, on fait 2, 3 manipulations, puis merci, bonsoir. Mais pourtant, tu sais, c'est une approche qui est très scientifique, très, tu sais, on va venir logiquement travailler des choses, mais effectivement, tu sais, on peut venir régler des trucs assez rapidement avec, tu sais, quand on vient trouver la bonne chose. Là, c'était un truc postural, mais des fois, c'est sûr que moi, je fais beaucoup d'ostéopathie en lien avec le système digestif. Là. Moi, c'est mon dada là, un petit peu aussi, qui vient du fait que je m'intéresse à l'alimentation et tout ça. Et tu sais, il y a des choses assez étonnantes des fois, là, des gens qui, par exemple, souffraient de constipation depuis ultra longtemps, prenaient 2, 3 laxatifs combinés là, pour réussir à faire quelque chose, tu sais, puis finalement, il n'y avait pas nécessairement d'amélioration. Et là, on vient comme dégager un petit peu les tensions dans l'abdomen, venir comme libérer le bassin, venir travailler ça. Et finalement, tu sais, là, j'ai un exemple en particulier, tu sais, la personne a arrêté de prendre ses laxatifs. Finalement, tu sais, ça a réglé la constipation qu'elle avait depuis longtemps parce que finalement, on ne s'adressait pas à la cause de la problématique qui était, dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessairement juste une question de prendre des laxatifs. Il y avait quelque chose qui bloquait mécaniquement au niveau du bassin qui a fait que c'était réglé. Fait que c'est pour ça que finalement, en ayant plusieurs cornes comme ça à mon arc, là, dans mon cas, j'essaie de vraiment intégrer tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Il faut comprendre la mécanique derrière la problématique de l'individu qui est devant nous. Oui, bien, effectivement, c'est pour ça que j'avais choisi le titre de Vivre à la santé intégrative, parce que dans le fond, c'est ce que tu fais, en fait. Hein. C'est une passion. C'est que dans ton cas, tu vas essayer d'intégrer le plus de connaissances possibles qui peuvent te permettre d'accompagner les gens. Tu as, un gros dada attaché, en fait, aux molécules qui nous viennent de l'alimentation, par l'usage de l'alimentation, mais tu vas quand même plus large que ça. Et là, tu as créé, en fait, suite à ça, quand est-ce que tu as créé ta clinique en tant que telle? Bien, en fait, la clinique, je l'ai ouverte en 2016. Non, oui, en 2016. En 2016, ça commence le temps passe vite. En fait, c'est la clinique expertise santé. Hein? Clinique Oui, c'est expertise que dans le santé. fond, qu'est-ce que je fais via la clinique, mais là, pour l'instant, c'est moi la thérapeute, mais éventuellement, peut-être que je joindrai d'autres thérapeutes au projet. Le but, c'est vraiment d'essayer de combiner l'ostéopathie, la naturopathie pour essayer d'aider les gens dans le changement de leurs habitudes de vie. J'ai fait des formations aussi pour aller chercher d'autres outils que j'utilise parfois, bon, des techniques de gestion du stress. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Vraiment, le but étant de redonner, c'est ça, comme tu expliquais bien, un terrain optimal à la santé pour que les gens puissent finalement optimiser leur fonctionnement puis retrouver une santé là, qui est adéquate. Oui, bien, en fait, tu savais aussi, tu dois connaître Sylvain Audet à Ben Drummondville. Ah oui, oui, c'est vrai, tu le Sylvain connais, tu es Audet. avec Ben oui, c'est l'association. Oui, Sylvain, oui, que j'ai même rencontré, Sylvain, qui est acupuncteur ici à Drummondville, mais qui, en fait, a fait un petit passage en ostéopathie. C'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, on avait commencé à étudier l'ostéopathie ensemble. Sylvain, il est resté peut-être 1 an dans le programme ou peut-être un petit peu moins, je ne sais pas trop. Finalement, il était trop occupé. C'est un bonhomme bien occupé. Ah, il m'avait pas. Mais oui, je connais Sylvain. D'ailleurs, Ah oui, je n'ai que du bien à dire de Sylvain. Je lui réfère régulièrement des gens. Je pense que c'est ça, tu sais, ça, c'est aussi quelque chose qui marche super bien en combinaison avec l'ostéo, la naturo, l'ostéopathie, l'ostéopathie, la naturo.
l'ostéopathie puis l'acupuncture, ça vient justement faire Quand même, on couvre pas mal d'affaires là, avec tout ça un peu mis ensemble. Oui, tu as raison. C'est intéressant peut-être de mentionner aux gens aussi que l'ostéopathie, ailleurs dans le monde, je ne sais pas en Europe, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ostéopathes en Europe, en fait, mais je ne sais pas à quel point c'est intégré là-bas dans les systèmes de santé. Là. Je sais qu'il y a des endroits comme l'Allemagne, la Belgique, en fait, où il y a beaucoup d'approches qui sont intégrées déjà dans le système, mais aux États-Unis, il y a des ostéopathes dans des hôpitaux qui En vont. fait, oui, aux États-Unis, c'est une branche de la médecine. Pour être ostéopathe, il faut avoir fait son MD, là, sa médecine, puis après, on se spécialise en ostéopathie. Donc, c'est ça, là, c'est un peu. C'est pas le cas ici au Québec. En Europe, c'est vrai que c'est beaucoup plus développé. En fait, l'ostéopathie et la chiropratie, la chiropratie, ça vient de la même branche, là, en fait, au départ, dans la création de cette thérapie-là. Puis, finalement, les deux personnes qui ont inventé ou promouvu l'approche, ben, se sont séparées parce qu'il y avait des visions qui étaient un peu différentes. Et là, ça a créé l'ostéopathie et la chiropratie. Et en fait, en Europe, l'ostéopathie, c'est très populaire. Je pense qu'il n'y a pas tant de chiropratie, alors qu'ici, on a plus de chiropraticiens que d'ostéopathes. Donc, il y a ça comme différence. On dirait que cette profession-là, c'est plus développée que l'ostéopathie ici au Québec. D'ailleurs, la chiropratie, c'est une profession qui est encadrée, qui est donnée ici à l'université à l'UQTR, alors que l'ostéopathie, ce n'est pas une profession qui est encadrée ici au Québec, ce qui n'aide pas à possiblement que ce soit une profession qui est reconnue ou que justement qui n'est pas officiellement intégrée dans le domaine de la santé officielle là, au niveau du Québec. Bien, probablement que ça s'en vient, en fait. Oui, on espère fort, fort. Oui, que ce serait la prochaine profession qui aurait un autre professionnel. On a quelqu'un de la France, en fait, qui nous dit que c'est intégré au CAMU. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le CAMU, par exemple. On a une personne de Lille en France, en passant. Ah bon. Ouais. Bonjour. En fait, non, c'est fort intéressant aussi ce que tu as mentionné entre l'ostéopathie et la chiropratie. Effectivement, ces deux pratiques qui auraient pu continuer à être ensemble ou qui auraient pu continuer à cohabiter même ou à être appris par les mêmes genres de personnes. Et peut-être, je ne sais pas si les gens ils connaissent bien la différence, en fait. Peux-tu nous faire un petit descriptif de la différence entre l'ostéo et les chiro en tant que tel? OK, bien, je vais vous expliquer ce que moi j'en comprends. Je ne suis pas chiropraticienne, fait que je fais attention, puis je m'excuse s'il y a des chiropraticiens dans l'auditoire. Je ne veux vraiment pas faire une bévue. Je vais y aller avec ce que moi je comprends de la différence. En fait, la chiropratie classique là, vont vraiment plus beaucoup s'intéresser au système nerveux, comme la colonne et vraiment les vertèbres, le système nerveux. Ne vont pas faire nécessairement tant que ça, tout dépendant les gens peuvent aller chercher une spécialité effectivement par la suite, mais ils ne vont pas tant s'intéresser aux viscères, donc les organes, pas tant au crâne, qui est vraiment comme spécifique à l'ostéopathie. Donc, puis l'autre chose, au niveau du droit de pratique, les chiropraticiens vont avoir le droit de faire des manipulations où on fait craquer, où il va y avoir une cavitation, alors que légalement parlant, ici au Québec, les ostéopathes, on n'a pas le droit de faire craquer, le fameux craquement, là, ce qu'on appelle un ajustement où ça va faire un petit crunch. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est réservé aux chiropraticiens dans leur approche. Fait que, eux, ils vont beaucoup, c'est ça, travailler, pas nécessairement juste avec ça, mais beaucoup au niveau de la colonne, donc du système nerveux. Alors que si on regarde au niveau de la philosophie en ostéopathie, ce qu'on veut à la base, c'est rétablir la circulation sanguine comme outil thérapeutique. Donc, on va venir faire des manipulations, pas manipulations dans le sens qu'on fait craquer, mais on va venir libérer des tensions, libérer des muscles, libérer des adhérences qu'il pourrait avoir dans le corps pour amener plus de circulation à l'endroit où on traite. Et ce faisant, on laisse comme le corps, si on veut, faire sa propre guérison. On a amené de la circulation, on a amené de l'oxygène, on a amené des nutriments dans la zone. Et bon, par la suite, le corps va comme... J'aime pas le terme guérir, c'est pas ça, là. C'est pas dans le sens qu'on guérit des maladies, mais plus, il faut comme s'auto-réguler, retrouver comme l'équilibre et finalement faire le travail par lui-même. En nous, on fait juste comme proposer des choses, puis c'est le corps qui fait le travail, en fait. On n'a aucun mérite. C'est le corps qui a toutes les capacités de faire ça lui-même. Un exemple intéressant, tantôt, moi, je parlais de mon genou avec la question du bassin qui était pas droit, mais quand ma fille qui va avoir 20 ans bientôt, ma fille, quand elle était jeune, a fait beaucoup d'otites.
Puis c'est justement un ostéopathe qui a aidé à réduire à un moment donné les otites en améliorant justement la circulation du liquide au niveau des oreilles. Fait que quand tu parlais de manipulation au niveau de la tête, ça en est une. En fait, les ostéopathes vont. Il y en a beaucoup qui vont aider justement chez les enfants à améliorer Ça, je pense que c'est ça l'équilibre. l'application la plus connue de l'ostéopathie, là, parce que c'est assez accepté, même dans le domaine médical. Les médecins vont référer à aller voir un ostéopathe pour les enfants, les otites, pour les problèmes de mâchoire, pour les problèmes de la tête, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres professionnels qui spécialisent au niveau des manipulations au niveau du crâne. Donc, ça, c'est assez bien connu, assez bien accepté. Là, moi, j'ai souvent des références de médecins pour des enfants, par exemple, qui ont une plagiocéphalie. Une plagiocéphalie, c'est la petite tête qui devient plate. Quand le bébé, sa tête, elle est molle, là, les sutures du crâne ne sont pas faites. Donc, souvent, si le petit bébé reste, par exemple, tout le temps à côté, sur un côté, bien, sa tête, elle va devenir un petit peu plus plate de ce côté-là, ce qui n'est pas problématique en soi, mais il y a des cas où ça devient plus accentué. Et donc, il faut comme venir, on peut, vu que ce n'est pas soudé, les os du crâne chez le bébé, venir enlever des tensions, puis permettre au crâne de se replacer. Et tu sais, là, c'est bien intéressant. Là, des fois, c'est pas si long que ça. On fait juste quelques manipulations, puis tu sais, ça peut changer. Des fois, c'est ça, quand le crâne est croche, mais ça fait qu'il y a une oreille un petit peu plus haute que l'autre. Ça peut changer comme le visage. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas compliqué. Quand c'est pris tôt, ça se règle relativement simplement. Puis ça évite de devoir porter un casque pour replacer le crâne là, chez les petits bébés. Ouais. En fait, Au lieu de porter un casque pendant des mois. Ah ouais. En fait, mais ça me fait penser justement, Valérie, dans ta pratique, est-ce que tu vois vraiment des cas très variés ou est-ce que tu t'es spécialisé sur des facettes en particulier? Non, c'est très général. Oui, je vois des cas. C'est sûr que le fait que j'ai de l'intérêt beaucoup pour ce qui est système digestif, ça fait que finalement, j'écris des chroniques. Finalement, il y a eu du blabla, j'ai fait connaître cette facette-là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me réfèrent, des gens qui ont des problématiques d'ostéo, mais aussi de digestion qui est un peu compliqué, que là, ils se rendent compte, je ne sais pas trop comment prendre ça, puis qu'ils me réfèrent. Donc, c'est sûr que j'ai une bonne partie de ma pratique qui est ça, mais je vois monsieur et madame tout le monde. Là aussi, je vois des enfants, je vois des femmes enceintes, des bébés. Donc, un peu de tout. Mais c'est certain que c'est ça, finalement, juste pour faire un petit topo, pour graduer en ostéopathie, il faut faire une genre c'est pas une thèse, on s'entend, là, de doctorat, hein, mais c'est comme un programme un projet de fin d'études où il faut faire une étude sur des gens puis présenter tout ça, là, un peu comme on ferait en faisant un doctorat, mais version très, c'est moins exhaustif. Moi, c'est ça, j'ai fait une recherche sur la maladie de Crohn, donc les maladies, puis la colite ulcéreuse, donc les maladies inflammatoires de l'intestin. Comment? Parce que je trouvais ça super intéressant d'un point de vue naturopathique, mais là, je voulais voir en ostéopathie, on peut-tu faire de quoi pour ça? Et je me suis posé la question. En ostéopathie, il n'y a pas de littérature scientifique. Là, fait que, le scientifique en moi avait le goût d'essayer de comprendre, puis de voir, on peut-tu mesurer quelque chose dans le sang ou je ne sais pas, est-ce qu'on peut valider que ça marche? Et donc, c'est ça, c'était mon défi que je me suis lancé. J'ai fait quelque chose à petite échelle, on s'entend, je ne suis pas affiliée avec une université, j'ai des moyens limités, mais j'ai fait une petite étude clinique ici à Drummondville. Donc, j'ai recruté des gens qui avaient soit la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse. On a élaboré un protocole de recherche là, très solide avec des questionnaires sur les habitudes de vie, des questionnaires sur à quel point c'était inconfortable pour les gens dans leur quotidien, comment ça affectait leur morale, des questionnaires normalisés que j'ai été chercher, qui ont été validés dans la littérature. Et là, j'ai élaboré un protocole qui s'intéresse aux intestins, libérer les tensions, améliorer la vascularisation au niveau de l'intestin, travailler les vertèbres qui sont en lien avec les intestins et tout ça. Et j'ai suivi les gens 5 rendez-vous, donc une fois par semaine, je voyais les gens. Puis, on a fait des mesures dans le sang pour savoir l'inflammation, puis la perméabilité au niveau de l'intestin. Est-ce qu'elle est changée ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Et finalement, moi-même, j'ai comme été super étonnée des résultats. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse mesurer quelque chose dans le sang là, qui amène vraiment un changement. Puis finalement, on a vu comme vraiment autant des changements dans les marqueurs biologiques,
qu'on a mesurés, mais aussi des changements, par exemple, les gens qui avaient du sang dans les selles depuis des années, malgré le fait que, bon, il y avait des immunosuppresseurs et tout ça. Bien, finalement, tu sais, dans mes participants, il n'y avait plus personne qui avait de sang dans les selles, il n'y avait plus personne qui avait de muqueuse dans les selles. Tu sais, ça a diminué l'urgence d'aller à la selle. Ça a, tu sais, comme quand même, c'était assez étonnant, tu sais, de voir, wow, tu sais, juste comme de travailler mécaniquement les tissus, tu sais, de venir travailler sur quelque chose d'autre de différent que la médication ou l'alimentation, tu sais, ça vient quand même changer l'environnement local. On a été capable de calmer le système nerveux, donc calmer l'inflammation possiblement par des manipulations mécaniques. Tu sais, même moi qui est ostéopathe, j'étais étonnée de ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme vraiment des choses intéressantes là, qui ne sont pas connues. Puis, tu sais, c'est un peu dommage au Québec que l'ostéopathie ne soit pas reconnue. Fait que, tu sais, il n'y a pas de recherche qui se fait dans ce domaine-là, mais je pense que c'est vraiment une pratique Oui, qui a à se parce que développer. Là. oui, parce qu'il y a des études américaines. Tantôt, tu mentionnais qu'il n'y avait pas d'études scientifiques. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup par Il n'y en rapport a à pas la beaucoup. moyenne. Mais aux États-Unis, en fait, je suis tombé sur une étude qui montrait un changement, en fait, de la composition du microbiote intestinal après des manipulations, ce qui va dans le même sens que ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Ils ont vu une variation, en fait, ils ont documenté une variation du microbiote intestinal, mais ils disaient aussi même que les ostéopathes dans les hôpitaux, il y en avait beaucoup, en fait, qui s'impliquaient dans des cas, justement, de constipation, de problèmes de digestion en tant que tel. Puis des applications au niveau des nouveaux-nés aussi. Ils n'ont pas expliqué tout ce que c'était en détail, là. Mais c'était quand même fort intéressant, effectivement. Mais En on Europe, c'est une pratique. Là, au Québec, on n'a pas ça parce que c'est justement vu que ce n'est pas une profession qui est reconnue, on ne peut pas rentrer dans le système de santé officiel. Là. Mais en Europe, il y a des ostéopathes directement à la salle d'accouchement pour venir tout de suite régler des problématiques chez le bébé après la naissance. C'est le moment où là, on a une petite clavicule qui s'est déplacée lors d'accouchement. C'est quand même un stress pour le bébé, là, la ouais, naissance. Donc, c'est ça, il y a vraiment des ostéopathes qui travaillent directement en milieu hospitalier pour tout de suite venir prendre en charge. Puis, ça évite. C'est assez commun, le nouveau-né, d'avoir un petit torticolis. Puis là, c'est assez simple à libérer, un petit torticolis chez le nouveau-né. Mais si on laisse ça traîner, mais ça fait que le bébé va tout le temps avoir une position de tête qui n'est pas adéquate. Ça va empêcher ça peut gêner l'allaitement, ça peut gêner, c'est ça, faire une petite tête plate. C'est banal, mais c'est quelque chose de super facile à régler. Mais si on laisse ça traîner pendant des mois ou, vu que ce n'est pas connu, les parents, ils ne savent pas nécessairement que c'est quelque chose de simple à régler. Là. Puis, tu sais, les gens qui ne connaissent pas ça, comment on fait un lien entre OK, mon bébé, il a un torticolis, fait qu'il n'est pas bien placé, fait que là, j'ai de la misère à allaiter de ce côté-là, ou il ne prend pas bien le biberon à cause qu'il est inconfortable, fait que là, il avale plus d'air, il fait des colites. On ne fait pas comme tous ces liens-là, mais des fois, c'est simple. Là. On règle le torticolis, puis ça règle les petits brûlements d'estomac, les petits reflux, le problème d'allaitement, et ainsi de suite. Ah, c'est super intéressant. J'aurais pas, en fait, je n'avais pas trop perçu la question des nouveaux-nés, pourquoi que ça semblait être si important, en fait, mais il relevait que dans la pratique, c'était une grosse partie justement de la pratique dans les hôpitaux, c'était justement les nouveaux-nés. C'est des cas comme tu expliques là, fort probablement. On avait une question en passant, Valérie, quelqu'un qui Oui. demandait combien d'années d'études pour devenir naturopathe et combien d'années d'études pour devenir ostéopathe? OK. Ça, c'est la question. Il n'y a pas de réponse officielle parce que justement, c'est pas une profession, les deux professions, ce n'est pas des professions réglementées au Québec, ce qui fait que théoriquement, je peux faire une formation assez courte puis devenir ostéopathe, comme je peux faire une formation assez longue pour arriver au même résultat. Théoriquement, la plupart des programmes relativement sérieux, ça s'échelonne sur 5, 6 ans, là, tout dépendant l'école. Là. Évidemment, ce n'est pas à temps complet. Là. C'est à peu près, je dirais, puis là, je veux faire attention à ce que je dis, mais l'équivalent de peut-être 3500, 4000 heures d'études, là, si on considère tout le processus. Donc, ça se rapproche du nombre de temps pour faire un genre de bac et puis une maîtrise, là, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça a été discuté que ça rentre dans l'université ici au Québec. Et la manière qu'ils voulaient faire ça, c'est de faire un espèce de programme de spécialisation de type maîtrise ouvert aux professionnels de la santé déjà, là, fait que, chiropraticiens, infirmières et ainsi de suite.
Donc, tu sais, juste pour donner une idée un peu du temps que ça prend pour arriver là. En naturopathie, même chose, il existe des formations très courtes, d'autres plus longues. Généralement, tu sais, c'est ça, pour être praticien en naturopathie, ça prend à peu près, c'est ça, c'est un cours de 3 ans, là, quelque chose comme ça, là, pour aller chercher toutes les. Parce qu'il faut faire des cours de sciences de base, il faut faire comme beaucoup de choses. Là. Dans mon cas, moi, j'ai fait ma formation par cumul. J'ai beaucoup de choses que j'avais déjà fait. Fait que, moi, je suis allée juste chercher les cours que j'avais besoin, vraiment, qui sont plus des cours de naturopathie, parce que tout ce qui était sciences, anatomie, physiologie, microbiologie, tout ça, j'avais déjà fait. Là. Puis c'est ça. Puis, il faut vraiment faire attention, justement, avant de se lancer dans un programme, d'être certain du sérieux de l'école et tout ça, parce que, justement, ce n'est pas réglementé. Puis, il faut faire attention aussi en tant que patient, quand on va consulter un naturopathe ou un ostéopathe, de s'assurer que la personne a fait quand même une démarche, là, parce que il y a une certaine dangerosité dans le sens que ça peut être dangereux si on n'est pas compétent puis on fait des ajustements où on vient travailler le corps. Là. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un ordre professionnel, justement, parce qu'il y a une certaine dangerosité. En fait, il y avait justement une question sur comment faire pour trouver un bon ostéopathe. Il doit y avoir des associations qui ont des listes, en fait. Ben oui, c'est ça. Recommanderais C'est ça. La plus grande association au Québec, c'est Ostéopathie Québec. Il y en existe d'autres, des associations. Donc, c'est ça. C'est les s'assurer. associations, bien, Ostéopathie Québec, sur le site Internet, on peut trouver une liste d'ostéopathes, j'imagine, avec les régions ou Oui, oui, bien, sur Ostéopathie Québec, ils font ça. Sinon, moi, je fais partie de la CPOQ, qui est une autre association, qui n'est pas Ostéopathie Québec, mais c'est ça, à la base, si vous pouvez aller voir les sites par exemple, vous trouvez un ostéopathe, là, il fait partie de telle association, vous pouvez aller chercher sur Internet, c'est ça que je recommande à tout le monde, là, c'est quoi c'est quoi les règles? critères? Les critères, Ouais. est-ce que ça prend 5 000 heures de formation ou ça en prend 1400? On s'entend que ce n'est pas la même chose. Donc, chaque association va avoir ses critères. Le but, éventuellement, qu'il y ait une réglementation de la profession, c'est justement que ça soit uniforme, qu'on ne se casse pas la tête, que si on va voir un naturopathe ou un ostéopathe, bien, on sait qu'il a fait comme ses cours en bonne et due forme, puis on ne se pose pas la question. Là, pour l'instant, c'est malheureusement pas le cas. Et pour les naturopathes, on a l'ANAC aussi, l'Association des naturopathes agréés du Québec, qui. C'est ça, dans le fond, le but de cette association-là, c'était un peu de pallier au fait, bon, OK, on n'a pas d'ordre professionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer du sérieux de la formation des gens qui font partie de l'association? Donc, l'ANAC, c'est en fait l'Association des naturopathes agréés du Québec. Donc, là, ils ont été chercher un espèce de titre enregistré qui fait que si on fait partie de l'ANAC, ben, on a quand même c'est un gold standard. Au moins, on est sûr que la personne, elle a fait quand même. Il y a une évaluation qui est faite, en fait, avec Oui, il des y a un examen formations. d'entrée, tout ça. Oui, puis il y a de la formation continue à toutes les années. Donc, ils ont comme monté quelque chose pour pallier le fait qu'il n'y avait pas d'ordre, puis de faire de quoi de sérieux, justement pour que les gens ne fassent pas du n'importe quoi. Oui, oui. Il y avait une question, en fait. Il y a quelqu'un qui demandait c'était quoi ton test pour la perméabilité intestinale? Oui, en fait, c'est un marqueur qui est bien documenté dans la littérature là, qui s'appelle la zonuline. La zonuline, c'est un marqueur qu'on peut mesurer dans le sang qui indique, en fait, si la jonction serrée, donc les jonctions serrées, c'est quoi? C'est la petite colle, si on veut, entre les entérocytes dans notre intestin. Mais si la petite colle, elle est comme efficace, je n'aurai pas comme cette molécule-là en grande quantité. Quand j'ai un dérèglement de cette jonction serrée-là entre mes cellules intestinales, j'ai une élévation de la zonuline, entre autres, qui est une indication que j'ai une destruction des jonctions serrées et donc que ma perméabilité intestinale elle est probablement dysfonctionnelle ou j'ai une problématique de perméabilité. Donc ça se mesure. C'est bien documenté dans la littérature. Justement, il y a quelqu'un qui me posait la question aujourd'hui, c'est quelque chose de science, là, de recherche, de laboratoire. Est-ce que les médecins peuvent faire ça? J'ai aucune espèce d'idée. Je ne pense pas que c'est pas quelque chose de super répandu. Je pense que c'est encore du niveau de la science, là, de la science dans le sens de la recherche, c'est ça, je cherchais plus du niveau de la recherche, quoique je ne sais pas en fait exactement, mais
Fait que, ça, c'est intéressant. Puis c'est quelque chose qu'on peut, on peut passer par un naturopathe ou un professionnel de la santé quelconque pour avoir accès à ces tests-là. On peut les acheter en ligne. C'est un test qu'on fait, que les gens font eux-mêmes. Là. Moi, je ne suis pas habilitée à faire une prise de sang, évidemment. Donc, les gens font eux-mêmes une ponction capillaire, puis peuvent faire un test comme ça pour avoir une information sur l'état de leur perméabilité Oui, c'est intestinale. intéressant. Ça, je ne savais pas je savais pas qu'il y avait des tests qui existaient qu'on pouvait faire nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui mentionne, Valérie, c'est super intéressant. J'ai essayé l'ostéopathie en me disant, bof, on verra bien. Et maintenant, moi, ma sclérose en plaques, on ne se passerait plus de nos traitements. Mon système nerveux en redemande. Intéressant, hein? Ah oui, c'est intéressant. Je peux même vous donner un cas qui est fort intéressant. Là. Il y a un pharmacien que je connais très, très bien, qui est très près de moi, en fait, là, qui est un ami de longue date, écoutez, c'est un gars qui a 2 formations complètes en naturopathie. Il a un cours d'acupuncture, il est massothérapeute, puis il a pratiquement tout fait les formations qui lui ont été offertes dans sa carrière comme pharmacien. C'est un gars qui a un parcours extraordinaire. Puis même lui, en fait, hein, il y avait un nerf qui coinçait. En fait, bon, il ne savait pas c'était quoi, là, mais il y avait un problème dans une jambe qui causait des espèces de chocs électriques. Puis quand ça arrivait, il était obligé de s'asseoir. C'était sérieux, il n'était pas capable de marcher. Puis ça a duré quand même 3 mois. Il faisait de la physio, il voyait son médecin. Son médecin, il avait prescrit toute une série de tests. À un moment donné, j'ai dit, ça ne te tenterait pas de voir un ostéopathe par hasard? Il me semble que moi, c'est le genre de truc que j'aurais considéré. Il dit, ah oui, tu penses? Ça a pris 1 heure et demie. En fait, tout est revenu à la normale. Une seule visite, en fait, c'est quand même assez épatant, honnêtement. Puis il n'en revenait pas pantoute. Puis même lui, il n'avait pas pensé. Pourtant, c'est quelqu'un de très, très de santé intégrative. Là. Puis il n'avait pas pensé, en fait, à consulter un ostéopathe pour une facette comme celle-là. C'est ça, c'est pas, on veut pas, moi, je ne veux pas dire qu'on est donc qu'on est des magiciens et qu'on règle tout. Là. Je pense que chaque profession a c'est la possibilité d'être donné une amélioration de différentes conditions, mais des fois, c'est juste si on a déjà vu des chiros, le physio, différents professionnels, puis qu'on n'a pas de résultat, c'est juste des fois la façon de réfléchir en ostéopathie, vu qu'on considère comme l'ensemble de l'individu, des fois, c'est juste comme on va aller chercher comme quelque chose un peu différent dans notre approche qui va faire comme on va allumer sur quelque chose que peut-être d'autres professionnels n'auront pas pensé, puis finalement, ça donne quelque chose d'intéressant. Comme là, si on a des irradiations dans les jambes, naturellement, on va dire, bon, il y a quelque chose de coincé au niveau de la colonne, fait que on va aller là. Mais des fois, ce n'est pas tout le temps ça, finalement, la cause. Ça peut venir d'ailleurs. Par exemple, puis là, ce n'est pas tout le temps le cas, mais je donne ça comme exemple parce que c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement. Les gens qui ont problème, par exemple, de sciatique ou quelque chose de récurrent comme ça, qui ont consulté, qui ont eu des injections, il y a eu toute la patente, que ça revient tout le temps, bien là, c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne règle pas. On ne règle pas le problème de fond, on fait juste mettre des plasters sur la problématique. Et donc, qu'est-ce que moi, j'observe des fois, les gens, en posant des questions, ils vont avoir plein de problèmes de digestion, plein de problèmes au niveau intestinal. Les intestins, finalement, ça vient s'accrocher quand même au niveau dorsal, au niveau du dos. Donc, des fois, la tension, la pression abdominale va faire que je vais avoir des douleurs récurrentes au dos. Donc, on vient libérer ça. Puis des fois, ça règle la problématique de douleur dorsale qui était comme récurrente puis qui ne répondait pas à rien d'autre. C'est juste que, c'est ça. Vu qu'en ostéopathie, on s'intéresse aux viscères, on s'intéresse à la biomécanique aussi de tout ça ensemble. Ça fait qu'on va penser à ça, alors que peut-être qu'un autre praticien n'aurait pas nécessairement pensé à ce chemin-là. Oui, bien, en fait, en passant, on a un commentaire justement sur la question de la formation comme naturopathe, parce qu'il y a justement des gens qui disent, ah oui, moi je pensais qu'une formation de 6 mois, quelqu'un pouvait devenir naturopathe. En fait, malheureusement, il faut savoir qu'il y a des gens qui, tu vas avoir une formation de 3 mois sur Internet, là, que ça va coûter 500 puis ils vont se dire naturopathe. Mais malheureusement, ce n'est pas complètement des naturopathes. C'est des naturothérapeutes, mais ils n'ont pas une formation complète. Les formations complètes en naturopathie vont demander 3 ou 4 ans de formation. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup plus de formation, qui connaissent beaucoup de choses. Puis en fait, je vous invite tous et chacun, au début du mois d'avril, le 5 avril, on a le président de l'ANAC, Association des naturopathes agréés du Québec, Dino Alicas, qui va donner une conférence sur tout savoir sur la diète cétogène.
Vous allez voir que Dino, c'est réellement un expert dans le domaine. Non? C'est dur à battre. En fait, c'est vraiment une expertise très, très approfondie dans la diète faible en glucides, en fait, ou la diète cétogène, qu'on appelle souvent. Et tout de suite après, la semaine suivante, on va avoir Véronique Bourbeau qui va donner une conférence, la diète cétogène et le cancer. Encore là, vous allez voir, c'est vraiment une expertise de pointe dans la compréhension même des mécanismes du cancer et à quel point certaines facettes particulières de l'alimentation, où là, c'est l'alimentation cétogène en tant que telle, peuvent avoir un gros impact dans le domaine du cancer, dans le développement des tumeurs ou en même la prévention. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Ça va vous permettre justement de voir qu'il y a vraiment des naturopathes qui sont très, très poussés dans leur domaine, qui sont très pointus, qui sont des gens terriblement connaissants au niveau de la science. Fait qu'inquiétez-vous pas. Malheureusement, comme disait Valérie, ils ne sont pas tous égaux actuellement au Québec parce que ce n'est pas encore encadré par un autre professionnel, mais il y a des gens extrêmement compétents. C'est ça qui est dommage, parce que là, les gens qui ont une super formation solide puis qui sont hyper compétents, si on les met dans le même panier que quelqu'un qui a fait une formation en ligne de 3 semaines, bien là, c'est sûr que ça entache un peu l'image qu'on a des gens là, qui sont naturopathes. Puis ça fait comme mon chum qui pensait que j'étais une sorcière dans mon sous-sol à faire ça. Fait que ça, c'est un peu dommage. Puis parce qu'en même temps, c'est tellement, comment dire, c'est tellement comme une profession qui va à la base de la prévention. Puis on le sait, là, en fait, il n'y a pas de. On le sait que la prévention, c'est ça la clé de la santé, pas de juste régler la problématique, de vouloir comme patcher les bobos. L'idée, pourquoi qu'on ne fait juste pas empêcher le développement des bobos, il me semble que c'est juste la logique. Oui, puis là, Puis c'est un peu plate. Ce qui est très, très intéressant avec quelqu'un comme toi aussi, Valérie, c'est que le fait que tu aies touché à beaucoup de domaines, ça donne une vision très élargie, en fait, parce que malheureusement, les professionnels vont toujours avoir tendance à penser à vouloir offrir une solution pour régler un problème donné. Ça va de soi. C'est-à-dire, on essaie d'aider les gens, tout simplement. Mm-hmm. Excluant la personne qui parle, moi, je ne suis pas un clinicien. Mais donc, chacun des professionnels, habituellement, va avoir tendance à vouloir régler ou amener une solution, en fait, pour le problème en question. La santé intégrative, quand on parle de santé intégrative, c'est réellement de considérer l'ensemble des possibilités en considérant avant tout le désir de la personne qui est devant nous. Puis l'exemple que moi, je prends toujours, en fait, pour donner un bon exemple de ce que c'est que la santé intégrative et à quel point c'est important, c'est la dépression. Dans le cas de la dépression, là, il y a beaucoup d'approches qui pourraient être considérées, puis même des approches qui, je suis convaincu, pour la majorité des gens, seraient beaucoup meilleures que la médication, quand malheureusement, au Québec, on va proposer juste la médication. Donc, honnêtement, personnellement, moi, je trouve ça scandaleux, mais complètement scandaleux, là, parce qu'on ne va pas expliquer à quelqu'un, entre autres, que s'il réussit à régler son problème d'état dépressif avec l'activité physique, qu'il y a moins de risques d'avoir par la suite des rechutes. Il y a des études très sérieuses qui ont montré qu'il y avait moins de risques avec les gens qui ont réglé des problèmes de dépression, en fait, avec l'activité physique. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre l'antidépresseur pantoute, sauf que si on est capable de réduire la période de temps pendant laquelle les gens en ont besoin, ben, on va mettre toutes les chances de notre côté aussi. C'est ça, c'est pas d'avoir seulement un outil thérapeutique, d'en avoir plusieurs, l'activité physique, la médication en soi, ça ne guérit pas le cerveau, ça ne va pas nécessairement régler la problématique, ça va aider au fonctionnement pendant une période. L'idée, c'est ça, c'est comme ça vient supporter pendant qu'on fait d'autres changements, qu'on vient faire de la psychothérapie, qu'on vient changer nos habitudes de vie, changer notre alimentation. D'ailleurs, il y a plein de données super intéressantes qui montrent que de changer de microbiote, ça peut venir comme régler une problématique dépressive. Pas juste ça, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dessus. De voir que, OK, ça va loin, là. Est-ce qu'on peut aller travailler, quand on veut travailler le terrain? Il y a tout ça à considérer. J'ai un exemple pour toi qui est intéressant. Tantôt, je te parlais des études américaines. Quand j'ai donné la conférence pour Ostéopathie Québec, je suis tombé sur une étude aux États-Unis qui ont documenté, en fait, une étude avec placebo, en passant, en ostéopathie pour le stress, qui a été faite durant la pandémie, durant laquelle ils ont fait des manipulations, en fait, à des intervenants de santé qui étaient donc la première ligne au front, en fait, durant la pandémie, et ils ont mesuré les niveaux de cortisol sanguin. Puis écoute, c'est épatant de voir les résultats de l'étude, là, mais les niveaux de cortisol sanguin, c'était évident, en fait, rien qu'à regarder le graphique, là, que le groupe traité en ostéopathie, puis là, c'est une étude comparative placebo. Autrement dit, dans l'approche placebo, il y a des gens qui avaient des manipulations, mais pas les bonnes. Fait que pour leur faire croire, en fait, qu'ils faisaient partie aussi du groupe traitement, si vous voulez, là. Mais c'était très clair qu'il y avait une baisse de la cortisol. Donc, l'ostéopathie a un impact aussi, en fait, sur la gestion du stress.
Moi, j'en ai pas parlé tantôt, là, quand je parlais de ma petite étude clinique. C'est sûr qu'on s'entend, là, c'est de très petite échelle, là, on ne tirera pas des conclusions, mais quand même. Pour voir, parce que le but là, en ostéopathie aussi, on passe par bon, la vascularisation, mais il y a aussi une régulation du système nerveux là-dedans. Si je suis en inflammation, j'ai comme une surstimulation aussi au niveau de mon système nerveux. Donc, on veut comme calmer un peu l'information. Et donc, par des manipulations, dans mon protocole, il y avait des manipulations qui visaient à faire basculer en parasympathique au lieu d'être tout le temps en sympathique. Et donc, pour mesurer ça, moi, je travaille beaucoup avec la cohérence cardiaque. C'est une façon facile d'avoir une idée un peu de l'équilibre sympathique-parasympathique. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le sympathique, c'est comme la pédale dans le tapis quand on est stressé, puis le parasympathique, c'est la pédale de frein qui vient comme faire oup. Et là, il y a tout le temps un équilibre entre ces deux systèmes-là. Et donc, on peut ce n'est pas une mesure comme le cortisol, mais ça donne une indication. En regardant la variabilité des battements cardiaques, on peut avoir une idée si la personne est trop en sympathique ou c'est plus en parasympathique. Bref, je faisais cette mesure-là avant et après les traitements chez les gens, puis il y a vraiment un changement au niveau une amélioration de l'état parasympathique. Ça vient vraiment calmer le système nerveux. C'est sûr que on ne peut pas éliminer le fait que est-ce que c'est simplement que la personne elle est couchée sur le dos pendant un certain temps qui vient calmer, mais n'empêche que c'est bien documenté ce phénomène-là, l'impact de l'ostéopathie sur le système nerveux. Puis souvent dans les études, ils vont utiliser ça, la cohérence cardiaque, pour avoir une idée un peu de. Et même dans des études placebo, on voit qu'il y a un effet supérieur quand on a un traitement ostéopathique versus des manipulations simplement de massage de tête, là, où on ne fait pas vraiment rien de thérapeutique. Bien, on voit qu'il y a un effet supérieur si on fait des vraies manipulations pour ce qui est du système nerveux central. Là. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. En fait, on a quelques questions, Valérie. Est-ce que tu connais le test respiratoire pour la perméabilité de l'intestin? Calcul du méthane et un autre dont j'oublie le nom. Oui, en fait, c'est que les bactéries dans l'intestin peuvent vont créer des métabolites, dont différents gaz par la fermentation. Fait qu'on peut mesurer, c'est ça, l'expiration de certains gaz pour donner une idée un peu de la qualité du microbiote, mais c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma pratique, fait que je ne veux pas m'avancer exactement là-dessus. C'est juste une façon autre de mesurer. Donc, je pense que ça s'utilise plus pour le SIBO, là, les dysbioses. Donc, quand on a comme un microbiote qui est dysfonctionnel, par exemple, un microbiote qui est de putréfaction ou qui a beaucoup de bactéries de fermentation, on peut mesurer, c'est ça, par les gaz expirés, là, le type un peu de microbiote chez la personne. Oui, c'est un drôle de concept, effectivement, mais. Ah, ben, tu sais, justement, quelqu'un teste pour le Oui, j'ai H. vu t'en pylori parles, SIBO. hein. Ouais. H. C'est ça, là, pylori, le j'ai vu SIBO, oui, c'est ça, le SIBO, en fait, c'est ce qui se produit, c'est où qu'on a beaucoup de bactéries, où le microbiote qui est important, c'est vraiment dans le côlon, où on va avoir une grande densité de bactéries. Dans le SIBO, souvent, ce qui se produit, c'est que les bactéries coliques, donc qui se retrouvent vraiment dans le microbiote du côlon, vont comme se retrouver un petit peu plus au niveau de l'intestin grêle, vont monter un peu plus haut au niveau de l'intestin où ça ne devrait pas être comme là qu'on retrouve une grande quantité de ces bactéries. Et ça amène de la fermentation, des inconforts digestifs, donc des ballonnements des gaz à douleur et ainsi de suite. Là. Oui, Entre autres. puis il faut comprendre qu'il y a sûrement une grosse partie de ça, en fait, qui est causée, entre autres, par l'usage des médicaments qui vont réduire l'acidité gastrique. Là. C'est une très mauvaise idée de prendre ça à long terme en passant pour tous ceux et celles qui prendriez des médicaments pour réduire l'acidité gastrique. Là, on n'est pas fait pour ça. Malheureusement, ça va changer le pH de l'intestin, puis ça va permettre aux bactéries de coloniser des sections qui n'auraient pas dû être colonisées parce que normalement, le pH est trop bas pour permettre à ces bactéries-là de croître dans ces environnements-là. Donc, c'est un peu l'explication biologique, si vous voulez. En plus, le fait de prendre ça, des IPP à long terme, ça vient gêner l'absorption de certains minéraux le calcium, le Inhibiteur, magnésium. inhibiteur de la pompe à protons, elle vient de dire Oui, IPP. IPP, excusez. Ouais. C'est des médicaments qui réduisent l'acidité, en fait, de l'estomac. Ça peut être correct temporairement, mais il faut régler la cause. La plupart du temps, c'est quelque chose d'alimentaire qui se règle assez rapidement ou le stress, c'est pas mal les deux causes majeures de brûlement d'estomac. Généralement, c'est quelque chose qui se règle
relativement bien. C'est correct, la médication pour, je veux dire, moi, j'en ai eu des brûlements d'estomac, je suis enceinte, je connais ça. Fait que, tu sais, c'est correct temporairement de venir comme régler pour une situation X. Tu sais, comme là, si on est enceinte et on a l'hyperpression abdominale, c'est normal en même temps d'avoir des brûlements d'estomac un peu. Mais, tu sais, c'est ça, le but étant, après ça, je veux dire, dans mon cas, je vais accoucher puis ça va se régler. Ou, tu sais, si on est en obésité puis on a de l'hyperpression abdominale, on peut régler ça puis finalement, ça va se régler. Ou si c'est un problème plus de stress, bien, en gérant notre stress, on peut arriver sans passer par la médication. Le but étant encore de s'adresser à la cause plutôt que de patcher, mettre des plasters pour essayer de réparer les fuites. À un moment donné, c'est ça, ça guérit rien. Ça fait juste, en apparence, bloquer la problématique. Ouais, puis on débalance autre chose, hein, c'est que l'acidité de l'estomac est importante pour l'absorption de tout un paquet de trucs. Comme par exemple, on dit que 30-33 des gens âgés qui sont carencés en vitamine B12, bien, la B12 a besoin de l'acidité de l'estomac pour s'absorber. Fait que malheureusement, ceux-là qui prennent des IPP, comme on a mentionné tantôt, normalement, ils vont être carencés en B12. C'est plate, mais c'est ça. C'est même chose calcium, magnésium, ça change l'absorption des minéraux comme ça. Le fait de prendre cette médication à long terme, donc, ça prédispose éventuellement à une problématique osseuse en vieillissant. Là. Hey, en fait, on a des questions qui sont peut-être trop précises ou trop particulières. Je vous dirais de toute façon, en fait, il est déjà rendu 8 heures, ça a passé vite. Hein? Oui, Euh, en bonne compagnie. En fait, peut-être on va prendre une dernière question de Mme Gagnon ici qui demande un ostéopathe peut-il aider dans un cas d'arthrose dans la colonne, d'importants pincements intervertébraux et des chocs électriques dans la cuisse? OK. Faut savoir, l'arthrose, c'est une problématique dégénérative. Donc, j'ai une érosion des surfaces articulaires, j'ai un pincement qui se fait naturellement là, au niveau des disques. Donc, on peut pas, il n'y a personne qui va pouvoir ramener ça, malheureusement. Par contre, ce qu'on peut faire en tant qu'ostéopathe, c'est d'enlever les tensions autour, les tensions musculaires, de faire de la place pour éviter justement qu'il y ait comme aggraver la problématique de tassement, d'écrasement des structures nerveuses qui donnent les irradiations là, dans les jambes. Mais c'est ça, il n'y a personne qui peut guérir de l'arthrose. C'est comme un processus dégénératif de vieillissement, d'usure des articulations. Donc, on veut, ça va être plus palliatif dans le sens qu'on va améliorer le confort. Limiter peut-être l'utilisation excessive de médicaments pour venir calmer la douleur. Donc, c'est ça. On va faire de la décompression, venir essayer d'ouvrir, faire de l'espace pour éviter. Corriger peut-être la posture. C'est une raison posturale derrière ça qui fait que pourquoi l'articulation a été surusée. Est-ce que c'est des mouvements répétitifs? Est-ce qu'on a une mauvaise posture depuis 25 ans? Je ne sais pas. Donc, il y a comme ces aspects-là qu'on peut aider. Par contre, c'est ça. N'empêche que c'est quelque chose qui est comme chronique, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je sais que l'acupuncture aussi, ça donne des bons résultats pour tout ce qui est inflammatoire comme ça. On peut venir contrôler un peu l'inflammation, la douleur locale avec d'autres techniques comme l'acupuncture. Je pense à ça comme ça, mais il y a d'autres choses aussi. L'alimentation, effectivement. Là, en fait, en terminant, parce qu'il est rendu 8h05 déjà, puis je ne voudrais pas t'étirer trop longtemps non plus, parce que maman va être fatiguée. Ah oui? En terminant, Valérie, j'imagine, parce que là, il doit y avoir plein de gens qui sont intéressés par ta pratique à Drummondville. Oui. Là, j'imagine, tu as prévu arrêter combien de temps? Parce que là, bon, pour pas super longtemps, malheureusement, parce que travailleur autonome passionné que je suis, je suis anxieuse si je ne travaille pas, là. Fait que moi, je recommençais, en fait, à la fin de l'été, là, juillet, août, là, dans ces eaux-là, pour ma pratique. Pour ce qui est de l'ostéopathie, évidemment, c'est en cabinet. Les suivis naturopathiques, j'en fais à travers le Québec. Là, je vois des gens d'un peu partout. Donc, ça se fait en ligne, là, pour faire des suivis ou des consultations. Peut-être, dans certains cas, la personne, je dois la voir peut-être une fois en vrai, puis après ça, ça se fait bien à distance. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a possibilité de prendre rendez-vous avec moi en ligne directement là, sur ma plateforme web. J'ai une
tout un système là, pour la prise de rendez-vous en ligne. Là, effectivement, mon horaire, il est fermé parce que je suis en congé maternité, mais à partir de juillet, même mi-juin, là, je vais commencer à ouvrir mon horaire éventuellement. Donc, vous pouvez aller fouiller, voir s'il y a des disponibilités, puis à ce moment-là, prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Via ton site Internet, puis les gens peuvent le trouver facilement. Je sais, je l'ai déjà fait. En tapant ton nom, parce que Conway, ce n'est pas super commun. Non, ce n'est pas très commun. Ouais, donc, en tapant ton nom sur Internet, c'est facile de trouver ton site Internet, C'est la effectivement. même chose. J'ai écrit différents articles dans Vitalité. Là, ça fait Vitalité Québec, qui est une revue là, en santé intégrative, naturopathie. Là, ça fait un petit bout que je n'ai pas écrit, je manque de temps, mais j'ai écrit quand même pas mal de chroniques là-dedans. Puis, ils sont disponibles aussi sur mon site web. Fait que, si vous voulez aller lire un peu ce que j'ai écrit sur différents sujets, vous pouvez aller consulter le site. J'ai mis en PDF les différents articles que j'ai écrits au cours des années. Oui, bien, merci beaucoup, en fait, Valérie. Mesdames, Messieurs, en fait, on va s'arrêter ici parce que, bon, il est déjà rendu 8h07. Merci, en fait, Valérie. J'espère que ça vous a été utile pour vous éclairer, en fait, sur les pratiques, encore là, en ostéopathie, en naturopathie, pour vous aider à mieux comprendre, en fait, des pratiques complémentaires qu'on appelle habituellement, comme celle, en fait, de Valérie. Et puis, on va te souhaiter, bien sûr, la meilleure chance du monde pour avoir un beau bébé en santé, que tout se passe bien, en fait, en Un avril accouchement prochain. facile, Oui, c'est ça. sans Écoute, douleur. tu me donneras des nouvelles, bien sûr. Hein, j'ai hâte Effectivement. de savoir. Je suis Effectivement. sûr que ça va bien se passer, en fait. Du moins, je suis certain aussi que bébé va être très, très bien suivi aussi par la suite. Oui. Il ne devrait pas avoir de problème de torticolis et de plagiocéphalie. Ça devrait bien aller. Mais merci Merci beaucoup. encore. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye Au bye. revoir.